Arié, est-ce que, au nom de la Ligue des droits de l'homme et en tant qu'avocat également, eh bien, que penses-tu de la 6ème République, de ses principes fondamentaux et selon toi, que devons-nous faire dans les prochaines années? Ce que je pense de la 6ème République, c'est d'abord ce que je pense de la 5e République avant d'accéder à la 6ème République. Je ne sais pas ce qu'il y aura dans la 6ème République. On pourrait envisager ce que la population voudrait dans la 6ème République. On aurait pu d'ailleurs, et Emmanuel Macron nous avait fait cette promesse, au moment, si vous vous souvenez, du mouvement des Gilets jaunes et du grand débat national, une promesse de prendre en compte l'intégralité des cahiers de doléances. Vous savez ce que c'est que ces cahiers de doléances? Ce sont ces cahiers qui ont été remplis par des centaines de milliers de Français et qui ont fait, comme d'ailleurs en 1789, au moment des États généraux, qui ont fait part à Emmanuel Macron de ce qu'il voudrait voir changer en France pour que ça fonctionne mieux. Eh bien, Emmanuel Macron avait fait cette promesse que de publier ces cahiers de doléances sur le site du Grand Débat. Malheureusement, je suis encore allé voir aujourd'hui et ces cahiers de doléances ne sont pas publiés. Pourquoi? Pourtant, on a une masse d'informations qui permettrait de savoir ce que la population française voudrait voir changer dans les institutions. À quoi pourrait ressembler cette 6ème République? Parce que quand on parle de République, finalement, on parle de démocratie. Finalement, on parle d'état de droit, on parle d'égalité, on parle de la possibilité pour ces jeunes racisés de ne pas être contrôlés au faciès. Vous me direz, c'est un gros mot, le contrôle au faciès. Mais l'État a été condamné pour les contrôles au faciès. Par la Cour de cassation, l'État a été condamné et la justice a considéré qu'effectivement, les policiers contrôlaient jusqu'à 80%, mais je vais vous dire, moi, les chiffres du défenseur des droits, ils existent. Le problème, c'est qu'on ne sait pas véritablement quels sont les chiffres des contrôles au faciès. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas quels sont les chiffres? Parce que, souvenons-nous, déjà, sous le gouvernement, avant même l'élection de François Hollande, il y avait eu une promesse qui avait été faite. Cette promesse, c'était qu'à chaque fois qu'il y aura un contrôle d'identité, il y aurait un récépissé qui serait donné pour pouvoir éventuellement contrôler les motivations de ce contrôle d'identité et envisager qu'il n'y ait pas de contrôle d'identité discriminatoire. Malheureusement, eh bien, ce récépissé a été abandonné par qui? Par Manuel Valls. Et à la place, on nous a vendu des caméras que les fonctionnaires de police mettent et activent eux-mêmes et qui fonctionnent difficilement. Évidemment qu'on ne sait pas véritablement combien de personnes sont contrôlées parce qu'elles sont noires ou arabes. Ce sont des statistiques. Mais ça montre qu'il y a un véritable problème dans le regard du gouvernement, dans le regard du président de la République. Parce que quand on parle de 5e République, c'est une très vieille dame, la 5e République, un peu comme la Ligue des droits de l'homme. Elle a 65 ans cette année. Cette vieille dame, cette constitution, puisqu'on parle de constitution, c'est une constitution qui a le plus personnifié le régime présidentiel. On n'a jamais eu une constitution dans laquelle on avait un homme qui personnifie le plus les institutions. Je vais vous raconter une histoire s'agissant de celui qui identifie et qui s'identifie et qui personnifie le plus les institutions aujourd'hui, à savoir Emmanuel Macron. Pour comprendre que, évidemment, qu'il y a un problème de constitution, évidemment qu'il y a un problème de république, mais il y a aussi la perception, l'interprétation des textes par ceux qui dirigent à un moment donné. J'ai rencontré Emmanuel Macron une fois. C'était à l'Élysée. C'était juste après l'état d'urgence. Encore une institution qui a dégradé l'état de droit. Vous vous souvenez, en 2015, après les attentats du 13 novembre 2015, déclaration d'état d'urgence dans la nuit, après les attentats terroristes. Et on a un état d'urgence qui aurait dû durer un petit moment et qui a duré 2 ans. Pendant plus de 2 ans, il a été prolongé et évidemment, il y a eu une érosion de l'état de droit et des institutions. On a eu recours d'ailleurs aux ordonnances de l'article 38 également au moment de l'état d'urgence sanitaire, autre état d'urgence.
Et j'ai rencontré Emmanuel Macron juste après la fin de l'état d'urgence de 2015. C'était en 2017, après qu'il ait été élu président de la République. C'était dans le Salon Vert de l'Élysée. Il nous reçoit avec plusieurs organisations. La Ligue des droits de l'homme, le syndicat de la magistrature, le syndicat des avocats de France et Amnesty et d'autres encore. Et il nous reçoit pourquoi et c'est la seule fois qu'il nous a reçus, parce qu'après, on n'a plus eu la possibilité de discuter avec lui pour la simple et bonne raison qu'il en a eu terminé avec la discussion avec les corps intermédiaires et avec la société civile. Là aussi, c'est un regard du fonctionnement de la Ve République qui est encore plus présidentiel que ceux des présidents avant. Eh bien, il nous recevait pour discuter d'une loi qu'on appelait la loi SILT. Et cette loi SILT, c'était la loi qui est venue pérenniser, finalement, l'état d'urgence, les mesures de l'état d'urgence dans le droit commun. Emmanuel Macron nous dit que, finalement, on a beau dire ce que l'on veut, cette loi passerait et serait adoptée par le Parlement. Là aussi, on voit un fonctionnement de la Ve République qui est problématique en termes démocratiques. C'est qu'on a un Parlement et un exécutif qui est complètement soumis au président de la République dans le cadre du texte de la Ve République lorsqu'il n'y a pas de cohabitation. Et il nous dit que ça passera de toutes les manières parce que finalement, et il me cite un auteur, un constitutionnaliste allemand qui s'appelle Carl Schmitt. Et il me le cite en allemand. Et il me cite la phrase de Carl Schmitt qui consiste à dire que celui qui décide de l'état d'urgence, c'est le souverain. Et là, on a une vision, et là j'ai compris en fait le bonhomme. J'ai compris le regard que cette personne qui se présentait comme extrêmement libérale d'un point de vue sociétal et évidemment économique, ça on n'en doutait pas et il l'a parfaitement montré. En fait, il avait un regard sur les institutions qui était extrêmement vertical, avec une centralisation extrême du fonctionnement des institutions, celle de Carl Schmitt, qui était le penseur de la dictature de commissaire, le penseur de la décision par le politique et de la primauté du politique sur le droit. C'est inquiétant. C'est inquiétant parce que, évidemment, nous avons aujourd'hui une Ve République qui est encore moins démocratique. Nous avons une extrême droite et une droite qui essayent de faire disparaître l'état de droit. Vous l'avez entendu après la loi immigration, après la censure par le Conseil constitutionnel, vous avez eu beaucoup qui sont venus dire eh ben dans ce cas-là, il faut changer la Constitution. Et puis il faut en finir avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen. Et puis il faut en finir finalement avec le droit et avec l'état de droit. Nous sommes dans ce moment extrêmement inquiétant où on a changé le droit, le regard qu'on porte sur les institutions et sur la Constitution, qui pourrait permettre dans 3 ans, et nous avons tous en tête, nous l'avons tous en tête, la possibilité qu'un parti d'extrême droite, celui de Marine Le Pen, puisse accéder au pouvoir. Ils n'auront pas besoin de faire grand-chose s'ils accèdent au pouvoir. On leur a déjà remis les clés de l'État avec un fonctionnement extrêmement centralisé et vertical. C'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, cette promesse d'égalité implique la possibilité de changer la Ve République en Sixième République et de concevoir enfin des institutions démocratiques et républicaines qui correspondent à notre XXIe siècle et à l'aspiration populaire. Merci beaucoup, Arié Halimi, avocat pour la Ligue des droits de l'homme.